Après une longue journée de réunion, Rodrigo Marquet rentra chez lui épuisé. Il desserra sa cravate, laissa tomber sa mallette sur le canapé puis, en se dirigeant vers la chambre de son fils, il fut arrêté par une douce mélodie qui provenait du débarras. À travers l'entrebâillement de la porte, il découvrit sa domestique Rosa en train de danser. Ce qui le bouleversa fut de voir son fils Sébastien cloué dans un fauteuil roulant depuis des mois se tenir debout, tentant maladroitement de la suivre, un sourire timide illumant son visage. Rodrigo sentit son cœur se serrer. Derrière l'image parfaite de l'homme riche et du magnate de la construction possédant villas, voitures et entreprises en Espagne comme à Miami, se cachait un être brisé par la mort de sa femme Carmen 2 ans plus tôt. Leur immense demeure de la Moraleja n'était plus qu'un mausolée glacé, et Sébastien avait perdu bien plus qu'une mère, une lésion de la moelle épinière l'avait privé de l'usage de ses jambes. Rodrigo avait dépensé une fortune en traitements et voyages à travers l'Europe et l'Amérique, sans succès. Rosa, elle, vivait modestement avec ses 2 enfants, Diego et Ana, après avoir renoncé à sa carrière de kinésithérapeute pour subvenir aux besoins du foyer. Quand elle entra au service des Marquet et croisa le regard éteint de Sébastien, elle comprit sa douleur. Jour après jour, elle l'apprivoisa en douceur, avec des mots, des rires, puis des exercices déguisés en jeu. Peu à peu, le garçon se rouvrit au monde et son corps recommença à répondre. C'est à ce moment que Valeria Fernandez, nouvelle directrice ambitieuse de l'entreprise, fit irruption dans la vie de Rodrigo. Élégante et calculatrice, elle se rapprocha de lui sous couvert de travail, espérant gagner bien plus que sa confiance. Sébastien, lui, percevait son hypocrisie et observait la tension qu'elle nourrissait envers Rosa, jalouse du lien naissant entre son père et la domestique. Lorsque le médecin remarqua les progrès inexplicables de l'enfant, Valeria choisit d'utiliser ce moment pour semer le doute, elle insinua que Rosa passait trop de temps avec le garçon, plantant subtilement les premières graines de méfiance. Qui était-elle vraiment ? Sa voix douce et pleine de bienveillance cachait pourtant quelque chose d'indéchiffrable. Rodrigo, marqué par les épreuves passées, se mit à douter, pourquoi Rosa s'intéressait-elle autant à Sébastien ? Que cherchait-elle réellement ? Une inquiétude grandissante l'envahit, au point qu'il fit un geste qu'il n'aurait jamais imaginé, il installa des caméras secrètes dans le manoir. Les premières images le pétrifièrent. Il observa Rosa conduire discrètement Sébastien jusqu'au vieil abri du fond, qu'elle avait transformé en un espace semblable à une petite salle de rééducation, équipée de tapis, d'élastiques et de ballons thérapeutiques. Elle réalisait des manipulations précises, professionnelles, un vrai travail de spécialiste. Rodrigo, stupéfait, se demanda qui pouvait être cette femme qui, malgré son statut modeste, élevait des enfants respectueux, brillants et équilibrés, alors que lui, entouré de richesses, peinait à offrir la moindre présence à son propre fils. Mais Valeria, elle, ne voyait qu'une menace. Le soir même, elle affronta Rodrigo. Rosa apportait ses enfants à la maison sans autorisation, se comportait comme chez elle et pratiquait une kinésithérapie illégale sur Sébastien, sans licence valide. Si un accident survenait, Rodrigo serait tenu responsable. Le lundi suivant, il convoqua Rosa dans la bibliothèque. Les bras croisés, le regard lourd, il exigea la vérité sur ce qu'elle faisait avec son fils. Après un silence, Rosa avoua avoir été kinésithérapeute 15 ans plus tôt, avant d'abandonner sa carrière pour subvenir aux besoins de ses enfants après le départ de son mari. En voyant Sébastien sombrer, elle avait simplement voulu l'aider en transformant de petits jeux en séances thérapeutiques. Elle n'avait jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit, elle voulait juste lui rendre l'espoir. Sa voix tremblante affirma qu'elle avait eu tort de ne pas demander la permission, mais supplia Rodrigo de voir les progrès de son fils. C'est alors que Sébastien entra, poussant seul son fauteuil. Il supplia son père de ne pas renvoyer Rosa, elle était la seule à avoir cru en lui. Les médecins l'avaient déclaré incapable de remarcher, tout comme Rodrigo qui, malgré l'amour, avait fini par abandonner. Sous le regard bouleversé de son père, l'adolescent saisit les accoudoirs, tremblant, se mit debout. 10 secondes, 15, 20. Rodrigo, en larmes, tomba à genoux et le serra contre lui. Valeria tenta une dernière manœuvre en apportant les enregistrements au docteur Alejandro pour dénoncer Rosa, mais celui-ci reconnut, émerveillé, la qualité de son travail et proposa au contraire de réhabiliter sa licence et de collaborer avec elle pour créer un protocole de traitement destiné à Sébastien.
6 mois plus tard, le jeune garçon faisait déjà quelques pas avec un déambulateur. Rodrigo avait changé, moins de travail, plus de dîners partagés, une présence que son fils n'espérait plus. Mieux encore, il voulut élargir cette seconde chance. Il fonda Esperanza en Movimiento, une organisation finançant gratuitement des soins de rééducation pour les enfants handicapés. Rosa en devint la responsable clinique, Alejandro dirigea l'équipe médicale et Sébastien, symbole vivant d'espoir, commença à visiter des hôpitaux pour encourager d'autres jeunes. Il leur répétait qu'il comprenait la douleur, le désespoir, mais qu'abandonner n'était pas une option. Rodrigo comprit alors que la vraie richesse n'avait jamais été dans ses comptes ou ses voitures, mais dans le cœur simple d'une femme capable de redonner la vie. L'histoire de Rosa prouva que les plus grands miracles naissent parfois de gestes minuscules, que l'amour véritable n'a ni classe ni limite, et que ce que l'on donne vaut 1000 fois plus que ce que l'on possède. Car elle ne leur avait pas seulement offert des soins, elle leur avait rendu l'amour, l'espoir et une famille. Et vous, qu'avez-vous ressenti en découvrant cette histoire ? Vous a-t-elle touché ? D'où nous regardez-vous et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce récit ? Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre communauté pour d'autres histoires humaines, fortes et inspirantes. Les mois passèrent, portés par un souffle nouveau. Dans la grande maison autrefois froide, les rires remplacèrent les silences et les pas hésitants de Sébastien devenaient chaque jour plus assurés. Pourtant, si tout semblait renaître, certaines ombres n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Valeria, humiliée par l'échec de ses manigances, avait quitté l'entreprise, mais son ambition n'avait pas disparu. Dans les couloirs luxueux d'un autre cabinet de construction, elle murmurait encore le nom marqué, persuadée que Rodrigo devait payer pour l'avoir écarté. Elle connaissait ses contrats, ses failles, ses anciens partenaires, et dans son esprit, une idée germait, s'emparer de ce qu'il avait reconstruit, briser ce bonheur qu'elle jugeait indu. Pendant ce temps, au centre Esperanza en Movimiento, Rosa menait chaque jour les enfants dans des salles baignées de lumière. Certains arrivaient sans espoir, d'autres avec une colère immense, mais tous repartaient avec un peu plus de force. Un matin, un nouveau patient fit son entrée, Matteo, 10 ans, paraplégique depuis un accident de voiture. Il refusait de parler, refusait qu'on le touche, ses yeux étaient demeurés fermés au monde. Rosa observa ce silence longuement, puis, comme elle l'avait fait avec Sébastien, elle commença par la douceur. Elle ne le força pas à se lever, elle ne lui demanda pas de croire, elle resta simplement là, à côté de lui, jour après jour, jusqu'à ce qu'une question inattendue glisse de sa bouche. « Pourquoi tu reviens toujours, même si je ne veux pas te parler ?» Rosa sourit. « Parce que ton cœur parle, même quand ta voix se tait. » Ce fut le début d'un progrès fragile mais réel. Sébastien, témoin de ses efforts, sentit naître en lui une idée audacieuse, créer un groupe de jeunes en rééducation pour partager leur histoire, leurs combats, leurs rechutes et leurs victoires. Rodrigo accepta immédiatement, fier du leader que son fils devenait. Chaque semaine, les enfants se réunissaient, riaient, pleuraient parfois, mais jamais ne renonçaient. Et peu à peu, Matteo commença à participer, d'abord par quelques mots, puis par des gestes minuscules, jusqu'au jour où il accepta de tenter de se redresser, soutenu par les mains patientes de Rosa et le regard brillant de Sébastien. Ce jour-là, Rodrigo comprit que l'impact de leur fondation dépassait tout ce qu'il aurait imaginé. Mais tout miracle attire son contraire. Un soir de novembre, alors que la pluie martelait les fenêtres de la Moraleja, Rodrigo reçut une lettre anonyme. Quelques mots seulement, tracés d'une écriture fine et élégante. La vraie bataille ne fait que commencer. Il sentit son sang se glacer. Il reconnut immédiatement la signature invisible derrière ces mots. Valeria n'avait pas disparu. Elle préparait quelque chose. Et cette fois, elle n'attaquerait pas seulement l'entreprise. Elle viserait ce qu'il avait de plus précieux, Rosa, Sébastien, et l'œuvre qu'ils avaient construite ensemble. Rodrigo resta longtemps immobile avec la lettre entre les doigts. La cheminée crépitait derrière lui, mais aucune chaleur n'atteignait son cœur. Depuis des mois, il avait retrouvé la paix, il avait appris à sourire à nouveau, à écouter son fils, à regarder Rosa avec une tendresse qu'il n'assumait pas encore tout à fait. Et voilà que le passé revenait frapper à la porte, menaçant ce fragile bonheur. Il prit une profonde inspiration, rangea la lettre dans un tiroir et décida de ne rien dire. Pas encore.
Il ne voulait pas inquiéter Sébastien, ni replonger Rosa dans des tourments inutiles. Mais la nuit, le doute rongeait son sommeil. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion du conseil de l'organisation, une rumeur commença à circuler. Quelqu'un tentait de faire suspendre les financements publics d'Esperanza en Movimento, affirmant que la clinique employait une kinésithérapeute dont la licence avait été réactivée trop rapidement, sans contrôle suffisant. Rosa. Le nom n'était pas dit, mais tout le monde savait. Alejandro fronça les sourcils. Quelqu'un veut que ton projet s'effondre. Rodrigo sentit son esprit se refermer comme un point de fer. Il pensa à Valeria. Cela avait sa signature élégante, précise, implacable. Pourtant, Rosa ne savait rien. Elle continuait de travailler, de rire avec les enfants, d'encourager Matteo qui commençait à faire ses premiers mouvements de bassin. Et Rodrigo, chaque fois qu'il la regardait, voyait ce qu'il avait failli perdre, la vie renaissante dans le regard de son fils. Un soir, alors que Rosa fermait la salle de rééducation, elle remarqua un dossier posé sur le bureau. Aucune mention, aucune signature, seulement des pages remplies de photos, de copies de documents, de coupures de presse. Tout semblait destiné à la discréditer. Au centre se trouvait une feuille avec quelques mots. « Vous n'êtes pas à votre place. Quittez-les, tant qu'il est encore temps. » Elle sentit ses mains trembler. Au même moment, Rodrigo arriva. Il la vit, figée, le regard noyé d'angoisse. Sans réfléchir, il posa une main sur son épaule. « Qui vous a fait ça ?» Elle leva les yeux vers lui. Et pour la première fois, il y eut dans son regard une peur qu'elle ne savait pas cacher. « On essaie de me faire partir, Rodrigo. De nous séparer. » Un silence lourd s'installa, traversé seulement par le souffle du vent contre les vitres. Rodrigo serra les dents. Il en avait assez de laisser la peur dicter sa vie. Alors il fit ce qu'il aurait dû faire dès la première lettre. Il prit doucement la main de Rosa. « Cette fois, je ne fuirai plus. Vous n'êtes pas seul. Nous allons affronter cela ensemble. » Ces mots résonnèrent en elle comme une promesse. Une promesse qu'elle ne s'attendait plus à entendre. En sortant de la salle, ils croisèrent Sébastien qui riait avec Matteo. Dans leurs yeux brillait l'espoir, un espoir que personne n'aurait le droit de leur voler. Mais, à l'extérieur, une silhouette observait la fenêtre depuis une voiture noire. Un sourire glacial retroussa ses lèvres. Valeria n'avait jamais cessé de jouer. Elle n'en était qu'à l'ouverture de sa partie. Les jours suivants furent tendus, mais déterminés. Rodrigo contacta ses avocats, Alejandro rassembla les dossiers médicaux prouvant les progrès de Sébastien et des autres enfants, tandis que Rosa, malgré la peur, continua son travail avec une douceur inaltérable. L'équipe se serra autour d'elle, personne ne voulait la voir partir. Pourtant, les attaques se firent plus précises. Un matin, la presse titra. Fondation de rééducation soupçonnée d'irrégularité, qui se cache derrière Esperanza en Movimento? La photo montrait Rodrigo devant la clinique, mais c'est le nom de Rosa qui apparaissait en lettres grasses. Sébastien lut l'article, les poings serrés. C'est elle. Valeria. Elle veut nous séparer, comme elle l'a fait avec maman. Rodrigo resta silencieux. Il savait que son fils avait raison. Ce même après-midi, alors qu'il quittait la fondation, un agent du ministère de la Santé les attendait. Nous avons reçu des plaintes. L'établissement sera soumis à une inspection complète. Il observa Rosa. Votre licence devra être réexaminée. Rosa sentit le sol se dérober sous ses pieds. Alejandro fronça les sourcils. Rodrigo, lui, se redressa, sa voix profonde résonnant avec calme mais fermeté. Faites toutes les vérifications nécessaires. Nous n'avons rien à cacher. Valeria croyait les toucher au cœur, mais elle venait, sans le savoir, de réveiller chez Rodrigo une force qu'il avait trop longtemps étouffée. Dans les semaines qui suivirent, une nouvelle bataille commença. La comparaison des dossiers démontra des résultats exceptionnels. Matteo, qui n'avait jamais marché, commençait à se tenir debout quelques secondes, encouragé par Rosa et Sébastien. D'autres enfants gagnaient en mobilité, en autonomie, en confiance. Les inspecteurs, d'abord suspicieux, finirent eux-mêmes émus par ce qu'ils voyaient.
Un soir, alors que tout le monde était parti, Matteo appela doucement Rosa. Il pleurait. Je ne veux pas retourner à l'hôpital. Là-bas, tout est froid. Ici, on m'écoute. Ces mots frappèrent Rodrigo en plein cœur. Il comprenait ce qu'il aurait pu perdre si Rosa n'avait jamais franchi la porte de sa maison. Ce soir-là, il prit enfin conscience de ses propres sentiments, non plus seulement de gratitude, mais de quelque chose de plus profond, plus intime, plus dangereux. Il la trouva dans le jardin, assise sur le banc sous le grand olivier, épuisée. « Vous tenez le monde sur vos épaules, Rosa, dit-il doucement. Elle baissa les yeux. « Je ne voulais que faire du bien. Mais peut-être que ma place n'est pas ici. » Rodrigo s'approcha, s'agenouilla devant elle comme il l'avait fait devant son fils. « Votre place est là. Avec nous. Avec moi. » Elle releva le regard, un regard humide, surpris, bouleversé. Ce fut un instant suspendu, fragile, où tout aurait pu basculer. Puis des pas résonnèrent derrière eux. Sébastien, essoufflé. « Papa. Rosa, vous devez venir. » Immédiatement. Tous trois coururent jusqu'au hall d'entrée. Les portes vitrées de la fondation étaient grandes ouvertes. Devant elles, un journaliste et une équipe de caméras. Au centre, un micro tendu vers une silhouette en manteau beige, coiffure impeccable, sourire tranchant. Valeria. Elle fit un pas en avant, sûre d'elle, la voix mielleuse mais venimeuse. « Bonsoir Rodrigo. Je suis venue révéler au monde la vérité que vous cachez. La guerre venait de commencer au grand jour.